Tel est le fragment de confession que chacun peut lire dans le gros cahier rayé de Morad Furulu. Le narrateur qui en a eu connaissance et qui le propose au lecteur prend de ce fait l'engagement d'aller jusqu'au bout. Faut-il répéter que Furulu se tait par modestie ou par pudeur, qu'il passe la plume à un ami, qui ne le trahira pas, mais qui n'ignore rien de son histoire. Un frère curieux et bavard, sans un brin de méchanceté, à qui l'on pardonne en souriant? Lorsque tout sera dit sur ton compte, Furulu, tu auras peut-être cessé de vivre, car la vie n'est pas longue, décidément. Tes enfants, les enfants de tes enfants, sauront-ils que tu as souffert? Oui, il serait bon qu'ils le sachent. Mais ils auront à souffrir, eux aussi, à aimer, à lutter. Quelle leçon conviendrait-il de leur donner? Une leçon? Il n'y a pas de leçon, murmures-tu. Je vois ton sourire doux et résigné. Tu voudrais que le narrateur se taise. Non, laisse-le faire. Il n'a pas beaucoup d'illusions, mais il t'aime bien. Il racontera ta vie qui ressemble à des milliers d'autres vies, avec tout de même ceci de particulier que tu es ambitieux, Furulu, que tu as pu t'élever et que tu serais tenté de mépriser un peu les autres, ceux qui ne l'ont pas pu. Tu aurais tort, Furulu, car tu n'es qu'un cas particulier, et la leçon, ce sont ces gens-là qui la donnent. L'année même où il perdit ses tantes alors qu'ils souhaitaient tous un peu de bonheur, Furulu eut un frère qu'on appela Dadar et dont la venue réveilla la rage impuissante de Helima. Furulu, en perdant son titre de fils unique, prit celui d'aîné, qui comporte, lui explique-t-on, certains devoirs pour l'avenir, quand le petit sera grand et beaucoup d'avantages dans le présent. Pour commencer, il eut sa part de toutes les bonnes choses, œufs, viande, galettes, que sa mère mangea pour guérir. Plus tard, le petit, ayant symboliquement sa part de tout ce qui se partageait, en faisait mine de le lui donner et la main déviée vers Furulu, qui recevait ainsi 2 fois plus que les autres. Les sœurs n'avaient rien à dire. Un frère peut bien céder ce qui lui en revient à son aîné. Tant pis pour elles si elles ne sont que des filles. Voilà donc au complet la famille Morad. 7 personnes. Une seule travaille et rapporte, c'est le père. Il se démène comme un diable, ne perd aucune journée, ne se permet et ne permet à personne aucun luxe. Il tremble à l'approche des Aïdes qui engloutissent les sous. Il tremble à l'approche de l'hiver qui engloutit les provisions. Furulu, son frère et ses sœurs grandissent comme ils peuvent. Mais somme toute, il passe ainsi une période paisible dont Furulu ne garde qu'un vague souvenir. Il ne se rappelle avec précision que les mauvais moments de son enfance. Il avait 11 ans environ lorsque son père, exténué par la fatigue, tomba gravement malade. C'était la fin de la saison des figues. Hamdan avait passé auparavant toutes les nuits au champ, surveillant le séchoir. Un matin, il remonte à la maison les yeux enfoncés dans leur orbite, le corps brûlant, les lèvres blanches. Il s'affaisse en gémissant sur le sac de feuilles de chêne qu'il a rapporté péniblement sur son dos.
Vite, une natte, une couverture, un oreiller tout rond et aplati. Il se couche et refuse de manger. Il gémit toujours. Sa femme croit que ça passera. Les filles se demandent s'il faut pleurer. Fouroulou est impassible du moment que ça ne le concerne pas. D'ailleurs, son père est fort, lui. Il peut supporter la maladie. Les bœufs n'ont rien pour la nuit, le sais-tu? Dit la mère. Alors, tu ne peux vraiment pas remplir un sac ce soir? Non, je suis malade. Va au champ avec tes enfants. Montez sur le frêne du milieu, le plus doux de tous. Le plus facile aussi. Je voulais le réserver pour les dernières bouchées. Puisque il en est ainsi, allez-y. Ne laissez pas monter Fouroulou. Il fera boire les bœufs. Je voulais dormir. Qu'ils aillent jouer dehors. Le soir, la mère revient. Elle le harcèle. Ça ne va pas mieux? En t'aidant d'un bâton, tu pourrais peut-être aller garder nos figues. Il suffit que les gens te voient passer. Ta présence éloignera les voleurs. Appelle mon frère. Il me remplacera cette nuit. Tiens, dis-lui de venir. Envoie-lui le petit. Donne-moi encore à boire. Tu veux que j'appuie mes mains sur quelques endroits qui te fait mal? Non, j'ai mal partout. Une grappe de raisin? Tu voudrais plutôt un peu de couscous avec du lait bien aigre? Cela réveille. Hamdan ne répond plus, il ferme les yeux. Il ne les ouvre que pour recevoir son frère. Nounis constate lui aussi que ce n'est rien. Il ira coucher au champ, mais le lendemain, de bonne heure, il part en voyage pour une semaine. Dans la nuit, le malade délire. Il dit des choses incompréhensibles. Il s'adresse à sa mère qui est morte. Il étouffe. Il vitupère des personnages inconnus et invisibles. Il dit qu'il le menace. La femme ne dort pas. Les enfants se réveillent. Ils sont muets et tremblants. Ce sont des genoux, dit la mère. Votre père se bat avec eux depuis 1 heure. Fouroulou se fait tout petit. Il souhaite que les genoux ne s'approchent pas de sa présence. Ils ont terrassé son père, ils sont si forts. Le lendemain, quoique habitué à dormir tous en saoul, il se lève sans trop de difficulté avec le soleil pour accompagner sa sœur Baya au champ. Ils doivent sortir du gourbi, les clés des figues au séchoir en ramassant d'autres sous les figuiers, faire paître les moutons et rapporter le sac de feuilles de chêne cueillies par l'oncle au clair de lune. De retour à la maison, il sait qu'il aura faire boire les bœufs à l'abreuvoir et que l'après-midi, il retournera au champ pour rentrer les figues à l'intérieur du gourbi, remplir le sac pour les animaux et chercher parmi les buissons du bois sec pour le canoun. Il pense que son père sera content de lui. À la maison, il trouve un vieux cheik en train d'écrire une amulette. Le père est assoupi. Le marabout réveille le malade pour l'interroger. Hamdan répond raisonnablement aux questions. N'empêche que le taleb découvre un sens secret aux paroles. Il est manifeste d'après lui que les djounoun ont été dérangés pendant la nuit à côté d'une source, près du séchoir, et qu'ils sont entrés dans le corps parce qu'on n'a pas pris la précaution de les conjurer en prononçant la formule habituelle. Quelque chose comme Vade retro Satanas. Donc, tous les torts sont du côté du malade. Maintenant, pour les chasser, il faut tuer un bouc et encenser le bas-ventre du malade avec une feuille de laurier rose écrite des 2 côtés. Cette dernière opération sera répétée 3 fois. Pour éviter les confusions, 3 feuilles de laurier portent chacune 1, 2 ou 3 barres tracées par le taleb. Fouroulou a une sainte terreur des djinns. Il s'en voudrait de les contrarier tant soit peu, mais il se rappelle fort à propos une petite anecdote racontée par son maître,
lequel, pour faire plaisir à sa vieille mère qui lui demandait une amulette, lui apporta un jour un petit papier proprement plié contenant tout le texte de La cigale et la fourmi. Donc, pour montrer à ses sœurs qu'il est un esprit fort et qu'il n'est pas dupe du vieux turban qui vient leur soutirer 10 francs, il raconte l'anecdote de l'instituteur en ajoutant que la cigale et la fourmi ont guéri la vieille mieux que ne l'aurait fait une véritable amulette. Mais pour faire ouvertement cette audacieuse critique, il doit attendre le départ du cheik et l'assoupissement du père. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quand le père a les yeux ouverts, qui vous dit que ce ne sont pas les démons qui l'habitent, qui vous lorgnent, vous guettent et peuvent subitement changer de domicile et venir habiter chez vous? Dans ces moments-là, Fouroulou, son maître à beau dire, se tient prudemment à l'écart. Ces craintes sont pourtant bien vaines, car les genoux ne se décident pas à quitter leur victime. Un deuxième, un troisième marabout ne réussissent pas mieux que le premier. Dans ces instants de lucidité, le père dit bien qu'il ne loge rien du tout, mais quand il se remet à délirer, il est difficile de le croire. Son frère Lounis revint enfin du voyage et fut tout étonné de le trouver plus malade encore. C'était vraiment sérieux. Comme un malheur ne vient jamais seul, on avait cassé la porte du gourbi, une nuit où on n'avait trouvé personne pour le garder. On avait saccagé des clés, volé une bonne partie des figues. Lounis prit la direction de la maison et se mit d'accord avec le propriétaire pour vendre les bœufs qu'on ne pouvait plus entretenir. La part du bénéfice servit à soigner le malade. Elle ne dura pas longtemps. Il fallait de la semoule et de la viande une fois par semaine. On tua un deuxième bouc et de temps en temps une poule. L'Aïd approchait. On dut acheter des gandouras aux enfants. On vendit l'âne et un mouton. Bref, le pauvre Ramdan était ruiné avant même d'entrer en convalescence. Lounis, pour sauver son frère, dépensait inutilement sans compter. Il apportait de la viande, c'étaient les enfants qui la mangeaient. On préparait du café, le malade n'en buvait qu'une tasse. Lorsqu'enfin il put manger, Ramdan ne trouva ni provisions ni argent. Alors il emprunta à 50% pour reprendre des forces et pour nourrir les siens. C'était l'hiver, il dut continuer à emprunter jusqu'au printemps. Quand ses forces revinrent en même temps que les beaux jours, il put mesurer avec effroi la profondeur de l'abîme où la maladie l'avait plongé. La misère était à ses trousses. Pour la première fois depuis le partage, il se rendit, le cœur gros, chez le cadi notaire, à poser ses 2 pouces au bas d'une reconnaissance de dette. Il hypothéqua son champ et sa maison. Ce jour-là, un jour de marché, si Fouroulou a bonne mémoire, son père, surmontant son chagrin, avait rapporté un chapelet de tripes. Elles parurent amères à tous. Quelque temps après, laissant sa famille aux soins de son frère, Ramdan quitta un matin son village pour aller travailler en France. C'était l'ultime ressource, le dernier espoir, la seule solution. Il savait très bien que s'il restait au pays, la dette ferait boule de neige et emporterait bientôt, comme sous une avalanche, le modeste héritage familial.